Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Pensons Histoire et donc sur la première vidéo de la longue série, je l'espère, des grands procès qui ont marqué l'histoire. Les grands procès sont souvent hors du commun, tant dans les faits que l'on y retrouve, mais aussi les accusés et les personnages. Ces grands procès ont des natures différentes, ça peut être politique, religieux, financier ou bien même culturel, et on va pouvoir constater que les jugements peuvent varier pour des faits qui nous paraissent pourtant similaires. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à l'attentat qu'a subi l'empereur Napoléon III par un jeune patriote italien. Le commanditaire de cet attentat est Felice Orsini, un Italien très patriote, né le 10 décembre 1819 à Meldola. Orsini est donc très patriote. Il fera partie du mouvement Jeune Italie, un mouvement secret qui est créé par Giuseppe Mazzini et qui a pour objectif de redonner une unité et un idéal au peuple italien. Orsini prend part aux insurrections dans la ville de Bologne contre l'État pontifical, ce qui lui vaudra une petite condamnation au bagne. Mais il sera gracié ensuite par le pape Pie IX en 1846. Consécration pour lui, il devient député de la République italienne en 1849. Malheureusement pour lui, cette république est un échec, il continue ses conspirations en Italie et il se fait gentiment condamner à mort par les Autrichiens en 1855. Heureusement, pour notre Italien, il parvient à s'évader grâce à la riche Emma Sigmund qui réussira à corrompre les geôliers. Il s'enfuit à Londres où il va préparer son attentat face à Napoléon III qu'il juge responsable de l'échec de la République italienne à cause de son intervention en 1849 en soutien à l'État pontifical. À Londres, il va vite se rendre compte que des complices vont être nécessaires s'il veut mener son attentat à bien. Pour la confection des bombes, Orsini s'en remettra à Simon Bernard, un chimiste français résidant à Londres et farouche républicain. Il n'est donc pas très ami avec l'empereur. Il trouve ensuite d'autres complices une fois à Paris, dont Pieri et Ruggio, eux aussi anciens madiniens, ainsi qu'un certain Gomez. Le 8 janvier 1858, à J-6 de l'attentat, les 4 complices se retrouvent pour distribuer les rôles et l'organisation. L'attentat a lieu le 14 janvier 1858. Napoléon et l'impératrice Eugénie doivent passer la soirée à l'Opéra placé rue Le Pelletier à Paris. Leur arrivée est prévue à 20h30. Pieri étant déjà recherché, il se fait reconnaître et arrêter. Ici, il y a des divergences. Pieri est arrêté soit la veille, soit le soir même. Les 3 conspirateurs restants ne changent rien à leur ambition initiale, tuer Napoléon III. Gomez, Ruggio et Orsini se placent donc en face de l'opéra et attendent le cortège impérial. Le carrosse de l'empereur arrive et il est précédé d'un véritable peloton de lanciers. Le cortège s'immobilise en face de l'opéra. 2 bombes sont jetées dans le cortège et une bombe sous le carrosse. Heureusement pour le cortège impérial, les plaques de métal placées sous le carrosse ont très probablement sauvé le convoi. 2 personnes vont mourir sur le coup et 156 blessés seront à déplorer. Malheureusement, 6 personnes décéderont encore dans la nuit qui suivra l'attentat. Malgré ça, le couple impérial est sain et sauf et il décide de ne pas bouleverser le déroulé de la soirée et se rend à l'opéra pour ne pas accentuer le climat de panique que l'attentat a provoqué. Et une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, la représentation du soir sera sur la conjuration et l'assassinat. Décidément, mauvaise soirée. La sécurité se voit renforcée et tout est mis en œuvre pour retrouver les coupables. Le climat est pesant sur la capitale. Napoléon produit d'ailleurs un senatus consulte, un procédé hérité de Rome qui accordera la régence de l'Empire à Eugénie si jamais il venait à décéder, son fils n'ayant à ce moment-là alors que 2 ans. Juste avant ce senatus consulte, Pieri, en bon camarade, dénonce Ruggio et Felice. Pendant ce temps-là, Gomez sera tranquillement retrouvé dans un restaurant dans lequel il pensait bon de se cacher. En prison, Felice Orsini reçoit la visite du préfet de police Pietri. Celui-ci lui murmure que contrairement à ce qu'il pense, Napoléon n'est pas un obstacle au sujet de Transalpin si cher à Orsini. Le 11 février, Felice se place gentiment et modestement en représentant de la cause italienne en écrivant une lettre à l'empereur où il expose son idéal et sa volonté d'unification pour l'Italie. Malgré tout, le procès des auteurs de l'attentat se déroule le 25 et 26 février, à peine plus d'un mois après l'attentat. La lettre écrite par Orsini fut lue durant le procès. Malgré ça, le tribunal proclamera quand même la peine de mort
pour Orsini et ses complices. Mais Orsini n'a pas dit son dernier mot, encore moins quand on sait que son avocat n'est autre que Maître Favre, un républicain accompli. En dernière chance, cet avocat décide de faire publier la lettre dans le journal officiel du régime, le Moniteur. L'opinion publique prend alors en grand nombre parti pour Orsini. Le couple impérial laisse alors peser le doute sur une possible grâce. Mais le conseil privé réuni à l'initiative de ce même couple impérial le 12 mars n'en démord pas et veut punir les meurtriers. Le 13 mars, Orsini et 2 de ses complices sont exécutés sur le parvis de la prison de la Roquette, pendant que Ruggio voit sa peine transformée en travaux forcés à perpétuité. Petite ironie du sort, en 1859, un an après l'attentat, Napoléon libère la Lombardie, qu'il cède au Piémont. C'est le début de l'unité italienne qui s'achèvera en 1870 avec l'annexion de Rome. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. À la prochaine!